Je ne sais pas, mais comment arriver à concilier ces deux temps? C'est-à-dire, on ne peut pas parier sur le long terme, mais en même temps savoir que tous les investisseurs réagissent dans un temps de réaction, voire de surréaction. Et ça me semble être une dimension qu'on n'a peut-être pas vue. Je ne sais pas si vous y réfléchissez. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, si vous voulez, il y a d'un côté des gens qui essaient de gagner du temps et finalement de rafistoler, et de l'autre côté, il y a effectivement les marchés qui mettent une pression un tout petit peu rapide. Mais aujourd'hui, le temps des marchés me paraît être le temps, j'aurais presque envie de dire que les marchés sont presque aussi un peu en retard, parce que la situation, elle est presque aussi grave que les marchés l'expriment. Donc aujourd'hui, moi je ne souhaiterais pas que ça aille un peu moins vite, parce que déjà, avec la vitesse et la pression des marchés, les décisions vont pas suffisamment rapidement. Donc je crois qu'aujourd'hui, les marchés, avec tout, et je suis le premier à dire que les banques aujourd'hui ne devraient pas avoir d'activité pour fonds propres. En fait, il y a plein de choses à faire, que le trading à haute fréquence devrait être interdit. Enfin, toutes ces choses-là, c'est bien évident que ça paraît aberrant qu'on puisse encore avoir tout ça en place. Et on le dit depuis des années, mais il ne se passe quand même rien. Mais à part ça, je pense que le marché aujourd'hui est finalement le seul élément qui pousse les politiques à prendre des décisions. Donc heureusement qu'on l'a, parce que si on ne l'avait pas, on serait encore dans la situation de se poser la question de savoir s'il faut prêter de l'argent à la Grèce. Merci. Alors vraiment les deux dernières, parce qu'après il faut qu'on rende la salle. S'il vous plaît, on va essayer d'être court dans la question, et on va essayer d'être court dans la réponse. Oui, là-bas, parce que je vois que vous attendiez depuis tout à l'heure. Oui, bonjour. On a bien compris que l'un des éléments pour sortir de la crise était de retrouver de la croissance. La question que je pose, dans un environnement où on a encore un coût de production en Occident qui est peut-être de 60 fois celui de la Chine, avec un euro relativement fort et un yuan très bas, comment peut-on développer de façon consistante le commerce extérieur? Parce que tous, et dans tous les débats, vous parlez de croissance, mais personne ne dit comment la retrouver. Merci. Alors, oui, donc là, c'est la question, on en a tous des réponses là-dessus, mais je crois qu'il y a même le vous vouliez prendre M. Barret, peut-être... Moi, je vais vous faire une réponse un peu différente. Moi, je suis convaincu, au fond, que de toute façon, continuer à se battre dans cette course au coût de production les plus bas, sur un modèle finalement, sachant que la Chine dans 10 ans saura faire les mêmes choses que nous, bien mieux. Moi je pense qu'il y a effectivement des choses à faire, je ne dis pas que tout est perdu sur l'industrie, mais je pense qu'il y a un moment où il faut réfléchir sur quels sont les secteurs où on peut aller durablement chercher de la croissance, et pas forcément sur le commerce extérieur d'ailleurs, et quels sont les secteurs qui nous permettent de tirer un parti d'un avantage compétitif que nous avons pour longtemps. Et le seul avantage compétitif qu'on a pour longtemps par rapport aux Chinois, par exemple, c'est qu'on est riche. On est beaucoup plus riche qu'eux. Donc, quels sont les besoins à satisfaire qui correspondent à des besoins de riches? Et là, vous tombez sur un petit peu toutes les activités qui sont en train de se développer autour de cette notion de gisement de croissance, à aller chercher là où on va vous vendre de l'être mieux plutôt que de l'avoir plus. C'est-à-dire où vous allez passer finalement toute cette logique, c'est un peu l'autolib et le début et le prémisse de cette révolution dans laquelle vous allez devenir un usager et non plus un propriétaire, dans laquelle vous allez être débarrassé de tous les problèmes d'acquisition, d'assurance, d'entretien, de réparation, et où vous allez acheter une solution, vous allez acheter une solution de transport, et ça, c'est des activités qui ont des gisements considérables. Je ne peux pas vous citer tous les exemples possibles, par exemple avec l'Internet des objets, l'Internet intelligent, tout ce qui va être possible de faire, mais arrêtons de croire que tous ces métiers centrés sur cette demande intérieure, sur cette satisfaction des besoins de gens qui ont riches, sont des besoins qui consistent uniquement à aller torcher les personnes âgées dans les maisons de retraite ou les enfants avec des incitations fiscales. Voilà. Donc oui, il faut innover, vendre des tas de choses, c'est formidable, on vend des Airbus à la Chine, qui en achètent massivement, des A380, mais pensons aussi au gisement de croissance qu'il y a chez nous. Alors, la Terre des Terres, et on rend l'antenne. Oui, ici, voilà. Oui, bonjour. Je voulais avoir le sentiment de nous inviter sur les eurobonds et les eurobills comme remède éventuel à la crise. Ah, alors, vaste sujet là. Qui se lance? Moi, je vais reprendre la position allemande. Elle est assez simple, elle est assez saine, et la réponse va être très rapide. C'est que c'est non tant qu'il n'y a pas une vraie, comme disait le ministre tout à l'heure, une vraie fédération. C'est-à-dire quand il n'y a pas, ça sert à rien aujourd'hui de mettre en place encore un mécanisme de cavalerie
On a déjà suffisamment de mécanismes de cavalerie. Hein. On a la Banque Centrale Européenne, et puis maintenant on rajoute le Fonds de stabilité, et puis le Fonds de stabilité prête à la Banque Centrale, qui prête aux banques, qui rachètent des dettes d'État, et puis ainsi de suite. Bon, ça a un nom, ça s'appelle de la cavalerie. Donc je crois que pour moi, Eurobonds veut dire fédération et fédéralisme. Et aujourd'hui, on est très loin de ça. Ça ne sert à rien d'inventer encore un nouveau mécanisme qui va permettre de retenir, de retarder le moment de vérité. Et le moment de vérité, c'est le moment où on dépense ce qu'on gagne, mais pas au-dessus. C'est encore un peu trop tôt. C'est une bonne idée, mais un peu trop tôt. Alors, Monsieur le Ministre, pour le mot de la fin. Je prendrai pour le mot de la fin parce que j'ai la même conclusion que notre orateur, mais je pense que la motivation est fantastique. L'eurobond, c'est le moyen, enfin, de faire prendre conscience aux Français et aux Allemands et à quelques autres qu'il est indispensable de passer à une autre étape de la construction européenne. Et sans cette autre étape, l'eurobond est vraiment le critérium formidable de cette capacité. Sans cette étape, la crise ne sera pas dominée. Si nous ne savons pas nous unir entre les 4 ou 5 principaux pays européens, nous ne dominerons pas la crise. Moi, je suis optimiste, car je pense que maintenant, le temps politique, c'était la question précédente, le temps politique rejoint un peu le temps des marchés et le temps de l'économie, et que la prise de conscience est forte sur tout l'échiquier de la vie politique française, et que l'eurobond est une nécessité, parce que derrière l'eurobond, il y a une obligation de faire converger les politiques budgétaires, de réduire les déficits, d'avoir une politique de finances publiques sérieuse, rigoureuse, qui va faire mal au début, ça va être dur pendant 2 ou 3 ans, mais il faut absolument la tenir, sinon l'Europe occidentale est morte. Alors effectivement, et l'eurobond est un objectif, ou en tout cas quelque chose qu'on peut avoir devant soi, mais ça suppose effectivement, pour répondre à votre question, une intégration fiscale beaucoup plus poussée, ce qui suppose effectivement des convergences budgétaires, fiscales et autres. Et donc ça, c'est en cours, c'est le chemin qui est devant nous et qui préparera sans doute peut-être la possibilité après d'euro-obligations. Merci à tout le monde, au public pour votre attention et vos questions. Merci à nos intervenants et puis bonne continuation sur ce forum de l'investissement. What the hell is he doing?